Je m'appelle Zora Léger, et voici Sous les épluchures les carnets, prologue. Les souvenirs que j'ai de ma grand-mère maternelle, Annie, se déploient dans deux espaces qui m'apparaissent aujourd'hui semblables à des décors de théâtre, entre abstraction et réel, puisque dans les faits, les deux n'existent plus, ou du moins plus comme je les ai connus. Il y a le cinéma de Vosges, où nous allions voir des films d'art et d'essai, par dizaines, et son appartement de la rue Barbizet à Dijon. J'allais chez elle chaque jeudi, pendant 2 heures. Elle venait me chercher à midi devant l'école, avec une demi-baguette de pain, et nous rentrions dans son petit appartement sombre et biscornu. Elle allumait la vieille télévision et me donnait du beurre à étaler sur des tartines pour me faire patienter pendant qu'elle réchauffait le repas. Je me souviens aussi du goût réconfortant du sirop de pêche qu'elle achetait expressément pour ma sœur et moi. Nous regardions le journal de 13h avant de débarrasser la table pour que je puisse dessiner. Parfois, je jouais avec son chat kiwi, que j'adorais, en évitant Sissi qui avait le crachat facile et qui aimait s'approprier l'attention d'Annie. Puis elle me raccompagnait, à l'école. J'ai vécu ces 2 mêmes heures de si nombreuses fois et pendant des années que c'est devenu le souvenir le plus vivace que je garde d'elle. Le parfum de la cuisine, le goût de ses plats, la sensation de la langue qui pique quand elle m'a fait goûter de la harissa pour la première fois. Je revois ses mains appuyées sur le tube de piment, avec ses ongles longs et jaunis par la cigarette, et les nombreuses bagues ramenées de ses voyages qui habillaient ses doigts. Ces odeurs, ces couleurs sont la trace la plus tangible de mon enfance, comme celle d'une transmission multiforme, pourtant difficile à identifier, à décrire ou à synthétiser. Il est arrivé plusieurs fois que nous fassions allusion aux carnets et journaux qu'elle tenait. C'étaient des récits de voyage, des carnets à la couverture fleurie, qu'elle achetait chez Gilbert Joseph. Mais j'ignorais qu'elle tenait un journal intime depuis plus de 10 ans. Souvent, je lui disais qu'il fallait qu'elle me transmette l'histoire de sa vie, qu'elle raconte tout dans un dictaphone pour que j'en fasse quelque chose. Un livre, un spectacle, peu importe. Je pensais qu'il fallait que le monde sache. J'ai d'abord pensé que sa mort, en juillet 2021, nous avait devancés. Mais c'est Annie qui a toujours eu une longueur d'avance, puisqu'elle m'a donné en héritage une 50aine de carnets, avec leur lot de confessions, d'événements ordinaires et d'archives. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que son écriture se souvenait de tout. La volonté de se raconter par elle-même, selon ses mots, dans sa vérité, montre qu'elle a voulu laisser une trace directe, en pensant sûrement que ce serait toujours mieux que ce que diront les autres d'elle. Parce qu'Annie, avant tout, c'était un sacré bout de femme d'1m49, qui n'aurait certainement pas voulu que le souvenir d'elle soit réduit par le récit que les autres en auraient fait. Je crois surtout que l'objet de ma recherche, et de ce podcast, se situe ici, à comprendre ce qui est dit dans l'écriture quotidienne, si spécifique au journal intime, qui n'est pas transmissible ou dissible d'une autre manière dans la vie. Il me semble avoir entrevu dans ses écrits ce qu'Annie était ou aspirait à être réellement. Elle s'est rêvée en secret, malgré l'espace confiné de sa condition, dans une vie plus vaste, plus ample. Je vais raconter sa vie, mais pas seulement. C'est aussi celle de beaucoup d'autres femmes qui ont été nos mères, nos grands-mères, nos sœurs, nos tantes, peu importe. Je veux mettre en lumière leur mémoire, contenue dans de petits journaux écrits sur le coin d'une table de cuisine, au milieu des épluchures de légumes. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse à Paris.
Je m'appelle Zora Léger et voici Sous les épluchures les carnets, épisode 1, Annie, l'anomalie. Pour commencer cette histoire, il faut retracer la vie d'Annie. Bien sûr, il lui arrivait de nous en raconter des bribes, mais c'est quand même un sacré puzzle à reconstituer. Elle est née en 1941 à Dijon. Ses parents, Clémence et Marcel, vendaient des couteaux sur les marchés dans un tube Citroën. Elle a 2 sœurs, Claudette et Françoise. Annie est celle du milieu. Elle naît donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Il était relativement rare qu'elle parle de cette période, sûrement car elle était trop petite pour s'en souvenir. Pourtant, elle affirmait se rappeler d'une photo d'elle, prise le jour de la libération de Dijon, le 11 septembre 1944, où on peut la voir assise sur les genoux d'un soldat, lui-même assis sur un char. D'ailleurs, je crois qu'elle en était assez fière. Elle nous avait offert un tirage à chacune. C'est peut-être le fait de faire partie d'un événement aussi important. Allô. Bonjour. Bonjour, c'est Zora. Oui, bonjour. C'est sa grande sœur Claudette. Et je crois qu'Annie, elle avait des souvenirs de la guerre ou elle se rappelle juste de cet événement-là? Je pense qu'elle elle devait pas avoir beaucoup de souvenirs. Hein. Et toi, elle avait 3 ans. Hein. Oui, c'est ça, elle avait 3 ans. 3 ans. Alors moi, tu vois, je suis née en 35. Moi, j'en ai quelques-uns de la débâcle. Mon père, il était débrouillard et tout. Il nous a toujours trouvés à la campagne à manger. Bon, on n'a pas souffert. Puis on avait un grand jardin, hein, derrière la petite maison rue Chanzy. Donc, il y avait des légumes, il y avait les voisins, tu sais, s'entraidaient et tout. Franchement, il y avait des tickets des restrictions pour le pain, pour les choses comme ça. Mais sinon, tu vois, on n'a pas, honnêtement, nous, on n'a pas souffert de la guerre, quoi, pratiquement. Il y avait des gens qui avaient des parents qui étaient prisonniers, il y avait tout ça, mais plus ceux qui ont été tués à la guerre, quand même. La mamie Clémence a eu un frère, moi je me souviens d'avoir été avec elle à l'hôpital à Dijon, qui est décédé de ses suites de ses blessures. Il n'a pas été tué directement sur le champ de bataille, mais il est mort de suite de ses blessures. La mamie a eu un autre frère aussi, Auguste, qui était prisonnier en Allemagne aussi. Qui a fini par s'évader aussi. Mais enfin ça, moi j'ai pas eu trop de détails, si tu veux. Ce que je comprends de cette conversation avec Claudette, c'est qu'Annie n'a pas vraiment souffert ou eu de souvenirs tangibles de cette période. Par contre, leurs parents ont dû être marqués par ces événements, par la peur et la perte de certains de leurs proches. Et ça impacte forcément une éducation. Ça rend probablement plus rude, plus perméable. Je crois qu'il s'agissait de gens très appliqués à offrir un avenir solide à leurs 3 filles, quitte à leur imposer une certaine marche à suivre, celle de l'époque. Une époque qui voudrait que des jeunes filles issues d'un milieu modeste aillent étudier, trouvent un métier décent et se conforment aux représentations admises. Par exemple, Annie a été obligée de prendre des cours d'accordéon, alors qu'elle haïssait ça, mais ça faisait bien à cette époque de jouer d'un instrument. Et bon, je crois aussi qu'il fallait trouver un moyen d'inculquer une certaine rigueur à cette petite fille déjà indocile. Mais Annie s'est écartée de la bonne conduite quand elle est tombée enceinte de Jean, un beau jeune homme de tout juste 18 ans. Il n'était pas majeur pour l'époque, et elle avait 21 ans. Alors, et comme le décrit si bien Annie Ernaux dans Les Années, la honte ne cessait de menacer les filles, qui faisaient l'objet d'une surveillance généralisée de la société. Rien, ni l'intelligence, ni les études, ni la beauté, ne comptait autant que la réputation sexuelle d'une fille, c'est-à-dire sa valeur sur le marché du mariage, dont les mères, à l'instar de leur mère à elle, se faisaient les gardiennes, a-t-elle écrit. Annie s'est alors mariée à Jean,
Et cette histoire qui n'aurait rien dû être d'autre qu'un flirt adolescent l'a condamnée à une vie conjugale et domestique. Et de ce mariage, elle a eu 5 enfants, un garçon, 4 filles, dont ma mère Judith. Elle voulait faire les beaux-arts, elle s'est retrouvée comme toutes les filles de l'époque à faire de la dactylo, tout ça, et de l'accordéon. Qu'elle détestait. Je crois que dès qu'elle a pu le jeter, elle l'a acheté. Mais voilà, elle était d'une époque, elle était née en 41 et le papy c'était très patriarcal, donc elle a subi ça en tant que fille, mais quelque part elle s'était pas mariée si jeune, ce qui était une erreur parce qu'à l'époque on se mariait parce qu'elle était enceinte et tout. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre totalement, en étant elle, c'est-à-dire avec son tempérament. De toute façon, c'était une petite rebelle, quelque part, qui boudait beaucoup, on le voit sur des photos et tout, celle qui tire la tronche et tout. Moi, je me demande si la mamie, le papy, savait qu'Agathe n'était pas la fille de notre père, quoi. Je pense pas. Ça a jamais été dit? Non. Ce qui est fou, quand même, c'est qu'Agathe, elle est devenue anorexique vers l'âge de 12-13 ans, sans savoir... elle le portait en elle, quoi, quelque part, ce secret. Et elle a dû le savoir vers 18 ans. Mais parce qu'elle a posé la question? Non. Je crois que c'est Annie. Moi, Annie me l'a dit, elle était saoule un jour. Je la croise dans un bar où j'allais. Moi, j'avais 18 ans, quelque chose comme ça, 19 ans. Elle était saoule, puis comme à chaque fois qu'elle était saoule, elle avait l'alcool mauvais. Et elle me dit, oui, de toute façon, toi, on peut jamais te dire de secret. C'est toi qui as dit à tes frères et sœurs qu'Agathe n'était pas la fille de Jean. Et je l'ai appris comme ça, alors que je ne le savais pas. Mais je suis tombée de... Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter, là? Je savais pas que ma petite sœur Agathe n'était pas la fille. Et en même temps, elle m'accusait d'avoir perpétué le secret, enfin de l'avoir dévoilé. Mais et quand tu apprends ça comme ça, déjà tu apprends que tu as une petite sœur que j'avais toujours considérée, puis que j'ai toujours continué à considérer. On n'avait pas d'atome crochu avec Agathe, mais peu importe. Pour moi, c'était ma petite sœur, quoi. Après, je m'entendais bien avec Thomas, et puis c'était à peu près tout, quoi, quand on était petits. Après, dans une fratrie, c'est comme ça, hein, surtout on était 5. On est 5. Mais la façon dont je l'ai appris, c'était horrible, quoi. Et c'était quoi? C'était un médecin? Ouais. Chez qui elle m'emmenait, en fait. ORL. Toute la sphère... parce que j'avais déjà de la sinusite, des trucs comme ça. Et en fait, bah oui, je devais être... on a 2 ans d'écart avec Agathe. Ouais, bah, je devais avoir 1 an. Et Agathe, elle a jamais cherché à le retrouver? Si. Je crois qu'elle lui a écrit tout ça. Il a répondu? Il avait répondu, mais qu'il souhaitait pas. Puis elle savait pas elle-même non plus, je crois, si elle souhaitait le rencontrer. Mais oui, une fois qu'elle l'a su, elle a quand même demandé à Annie ses coordonnées et tout. Alors, il devait être, je sais pas s'il était encore médecin, mais c'était la fin, quoi. Après, il devait être en fin de carrière. Mais je pense pas, je sais pas s'il y a eu rencontre ou pas. Et après, je peux pas te dire comment. Mais n'empêche que voilà, Agathe, sans le savoir, elle était consciente qu'il y avait quelque chose, parce que l'anorexie, c'est pas par hasard. Et puis oui, après, du coup, mes autres frères et sœurs, je sais pas comment ils l'ont su, mais toujours est-il que c'est pas moi qui leur ai dit, parce que j'étais pas au courant. Et comme on avait des rapports assez difficiles, elle m'a rendu responsable de. Ça avait dû, je sais pas, cramer dans sa tête, là. Et du coup, c'était moi qui devenais la responsable du secret, d'avoir dévoilé un secret. Alors que mon père l'a su dès la naissance, en fait. Il l'a pas su pendant la grossesse et tout, mais il l'a su à la naissance, puisque il y avait un problème de résus qui faisait que Agathe, c'était absolument impossible qu'elle soit de lui, quoi. Et je te dis, après, il l'a toujours élevée comme nous, sauf qu'il n'a jamais levé la main sur elle.
contrairement aux 4 autres. J'étais très proche d'Annie, mais j'ai quand même l'impression qu'il me manque beaucoup d'éléments de sa vie pour la comprendre. On est de ce genre de famille où beaucoup de secrets planent, enfin, plutôt beaucoup de choses existent sans qu'on ne sache vraiment comment chacun les a vécues. Les contours sont flous, mais les conséquences de ces non-dits sont bien ancrées. L'un d'entre eux, c'est l'enfant qu'Annie a eu hors mariage, Agathe, la petite sœur de ma mère. Je ne me souviens pas comment je l'ai appris, mais ça a toujours été su, puisque dans les familles, tout se sait, même lorsque cela n'a pas été dit. Mais c'est que très récemment que je me suis mise à relier ce faux secret à la manière dont les liens familiaux ont été conditionnés par la suite. Par là, j'entends la relation entre les membres de la fratrie de ma mère et aussi la relation qu'Annie entretenait avec chacun d'entre eux. J'ai besoin de comprendre les souffrances passées, celles de ma mère, celles d'Annie, pour comprendre que tout cela ne m'appartient pas et ne doit pas conditionner mes craintes ou la manière dont je mène ma vie. Si je prends pour exemple Annie, on suppose qu'elle porte en elle une culture ainsi qu'une époque et l'histoire qui la sous-entend. Elle-même a hérité des traces physiques et psychologiques laissées par les générations antérieures. Et ses enfants, puis ses petits-enfants, ont hérité d'une part de cela. Samedi 21 mai 2015, Dijon. Pas de pluie. Et le matin assez doux, j'ai fait un tour au marché, puis cinéma Eldorado pour voir un pigeon perché sur une branche qui philosophait sur l'existence. Un film génial et dérangeant. Je me suis rendue chez Judith pour Bonnie, reparti 18h. SMS Sarah sur le chemin du retour. Pour parler de la vie d'Annie, il faut aussi parler de son couple avec Jean. Lui aussi est né dans une famille modeste. Un père routier qui a eu un accident lorsque Jean avait 18 ans. Diminué, il est tombé dans l'alcool et sa femme, l'Angèle, en a profité pour le faire interner afin de vivre avec son amant. Le père s'est alors laissé mourir assez rapidement dans l'hôpital psychiatrique. Et oui, la réalité est toujours plus forte que la fiction, et ça on ne cessera jamais de le dire. J'imagine que Jean s'est construit avec une idée de se venger, et surtout de ne pas connaître la même fin que son père. Je crois aussi que sa vision des femmes a dû largement être altérée par les agissements de sa mère. Bon, et puis ensuite le schéma classique de l'homme qui perpétue la violence qu'il a connue au sein de son propre foyer. Son idée qui est toujours restée au final, était de porter un costume. Il est rentré apprenti dans un magasin de vêtements dijonnais très très connu à l'époque qui s'appelait Oudard. Et il a fait son apprentissage, il est devenu premier vendeur, Monsieur Oudard, parce que c'était à l'époque Monsieur Oudard. C'était souvent pas dans les familles, on reprenait la société familiale. Avait mis plein d'espoir sur mon père, ton grand-père. Et lui, je pense qu'il avait toujours ce besoin d'aller plus loin. Jean a vite monté les échelons, obsédé par son ascension sociale, jusqu'à devenir PDG d'une société d'affichage. Toujours loin de sa famille, quand il rentrait chez lui, la présence de cette femme qu'il devait penser ne pas avoir choisie, et ses 5 enfants lui étaient insupportables. Alors il les frappait de toutes ses forces. À savoir qu'on n'a jamais dit papa et maman, hein. C'est pour ça que je dis Annie et Jean. Alors ça, c'est une légende familiale, je ne sais pas d'où elle vient, mais moi je dirais qu'en tant que maman, mes filles m'appellent maman et appellent leur papa papa, parce que moi je leur disais demande à papa, et leur papa disait va voir maman, ou je disais viens voir maman, ou papa disait viens voir papa. Et ça veut dire qu'entre eux ils s'appelaient Jean et Annie. Et la légende familiale dit que ça viendrait de Thomas, donc mon frère aîné, le seul garçon de la fratrie, qui est l'aîné, qui dès le départ a dit Annie et Jean. Mais ça voulait dire qu'eux ne se considéraient pas comme papa et maman. C'est qu'en fait, il n'a pas entendu le mot papa et le mot maman. Donc s'il les a appelés comme ça, c'est compliqué à expliquer. Et donc tout le reste, on n'a jamais dit papa, maman.
ni mère, ni père, encore moins. On a appelé nos parents Annie et Jean. Et mais moi, je crois que c'est venu à 12-13 ans, le moment où j'ai dit mamie à Annie. Avant, on l'appelait Annie. Tard. Oui. Mais par contre, oui, parce que moi, je l'appelais... Et puis déjà, elle voulait pas cette place de mamie. Elle ne voulait pas dans l'appellation au départ. Et il lui a fallu du temps avant de l'accepter. Mais après, ça a été une mamie. Si on résume, les deux aspiraient à autre chose que leur parentalité. Et cela se manifestait par le fait de s'appeler par leur prénom, entre eux, et de ne pas utiliser le champ lexical de la famille. Mais ce que je décrypte aussi, c'est que, chez Annie, l'aspiration à la maternité n'est pas une chose immanente, et que ce désir n'est pas ancré dans son corps, pas plus que dans le corps des femmes de manière plus globale. C'était sale chez mamie Annie. Louise, ma sœur. Ça n'a jamais été une fée du logis, je pense. Enfin, en tout cas, plus dans son appartement. J'ai pas connu comment elle était en tant que maman, femme au foyer, on va dire. Mais voilà, c'était pas sa priorité principale que sa baignoire brille ou que son salon soit rangé. Mais finalement, c'était ok comme ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai aimé chez elle. C'était sombre. C'est ça qui m'embêtait un petit peu, c'est que il y avait toujours une recherche de lumière quand même chez elle. Bon, du fait de l'appartement qui n'avait pas beaucoup de fenêtres, notamment dans la pièce principale. Mais c'est vrai que du coup, ça la représentait aussi un petit peu le côté « laissez-moi tranquille, je suis dans ma grotte et puis foutez-moi la paix ». Quoi. S'il y a bien une phrase qui pourrait définir mamie, Annie, c'est « foutez-moi la paix ». Malgré tout, on peut parler chez Annie d'un certain langage de l'amour, qui passait par le soin accordé à certaines choses. Je peux aussi en parler car c'était aussi comme ça qu'elle nous montrait son affection, à ma sœur et moi. Par des bons repas, des pulls tricotés et des petites attentions comme ça, l'air de rien. À la maison, c'était yaourt fait maison, petit verre d'argile blanche le matin, que du chocolat noir, du pain qu'elle faisait elle-même. C'était Annie, quoi. Elle avait un côté, ce que moi j'appelle baba cool, mais oui, elle était comme ça. Quand on allait manger chez mamie Annie, donc c'était, oui, voilà, il y avait des rituels, c'était attention à la marche, c'était du sirop dans des verres pas très propres, c'était toujours des tartines de beurre avant de commencer le repas avec ses petits couteaux à beurre. On avait notre petite serviette dans un petit rond avec notre prénom. C'était vraiment un moment joyeux pour moi dans la semaine d'aller manger chez ma grand-mère. C'est vraiment la wawash qui fait 1m50 avec ses Doc Martens rouges, ses couleurs, ses petits hauts qu'elle se tricotait, enfin que des vêtements aussi qui étaient en référence aussi avec ses voyages, des beaux tissus, des belles couleurs, des beaux motifs, des bijoux absolument incroyables, des bagues sur tous les doigts, des ongles longs mais jaunes par la cigarette évidemment. Voilà, c'était ça aussi mamie Annie, c'était tout un look, c'était tout un personnage, c'était toute une personnalité. Enfin, on pourrait pas en faire une deuxième comme elle. Moi, j'ai une photo où elle est très belle, elle a les cheveux très courts. Et bon, elle ne montrait jamais ses jambes parce que bon, elle est née avec un pied beau, elle était opérée plein de fois dans son enfance, donc elle avait un pied plus petit et une énorme cicatrice sur le mollet, enfin sur le tibia. Et elle avait une très grande robe, un peu indienne, tout ça. C'est une des rares fois où je l'avais vue en robe. Elle est très belle sur cette photo. Et elle souriait en plus. Elle avait l'air... on était à Flacé et là, c'est peut-être une des rares photos où je la vois heureuse, quoi. De toute façon, elle était marquée par cette époque, qui était où il y a eu la période hippie, la période... Et ma mère était quelque part... il y avait une forme de liberté qu'elle pouvait pas atteindre parce qu'elle était mariée avec quelqu'un de beaucoup plus cartésien et rigide et qui lui ne voyait que son évolution sociale, alors qu'elle, si elle s'était écoutée et qu'elle avait eu des enfants avec un autre homme, je pense qu'on aurait pu vivre en plein milieu de l'Ardèche. Je pense que notre destinée et la sienne aurait été totalement différente par rapport à ce qu'elle était. Elle cherchait une liberté qu'elle n'a pas eue parce qu'elle est née à une époque où femme
fille, on suivait ce que disait le père. Et après ce que disait le mari. Ouais, et après ce que disait le mari. Et d'ailleurs, il ne voulait pas... Ça fait penser en l'occurrence au dernier film qu'on a vu toutes les deux, L'amour et les forêts. Il ne voulait pas qu'elle travaille. Un jour, je me rappelle, elle a tenté l'émancipation en disant qu'elle avait trouvé une association, SOS Amitié. Il a fallu qu'elle se batte pour aller faire quelques heures d'écoute auprès de gens, de personnes. SOS Amitié, c'était une association où les gens esseulés qui parlaient, qui avaient besoin de parler au téléphone avant de passer soit à l'acte ou de parler de leur vie et tout ça. Et puis, elle a réussi à imposer ça. Ça a été... je pense, un long travail pour elle, pour que notre père accepte. Et jusqu'à un moment où elle a dit qu'elle était prête elle souhaitait faire des gardes de nuit, enfin, dans cette association. Et là, ça a été une guerre, quoi. Une guerre qu'elle a fini par, pas forcément gagner entièrement, mais ça a quand même fini par annoncer le début de la fin et sa réelle émancipation, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que... Et sa demande de divorce. Et sa demande de divorce, ouais. Ce que ma maman dit de sa mère, c'est finalement le récit qu'on pourrait faire de beaucoup de femmes. Il n'y a pas de nature féminine. C'est un apprentissage. Oui, la maternité est aussi complexe qu'ambiguë. Elle n'est pas innée non plus, bien qu'on la proclame instinctive, quitte à culpabiliser toutes les femmes qui ne seraient pas dotées de ce dit instinct. Et ce que j'en comprends, c'est qu'à travers sa propre expérience de la maternité, ma mère a pu pardonner à Annie de certaines choses, aussi peut-être parce qu'elle a eu l'impression, comme elle, d'être une fille, puis une femme, dont le sort, la vie, le malheur et la joie se décident à côté d'elle. J'ai voulu aller plus profondément dans ces questionnements pour comprendre quel rôle les récits ont dans l'intergénérationnalité féminine. Au détour de plusieurs lectures et podcasts, je me suis intéressée à la psychogénéalogie, à la thérapie transgénérationnelle. J'ai alors téléphoné à la maman d'une amie, Kitri, qui est thérapeute et formée à ces outils pour essayer d'y voir plus clair. La transmission intergénérationnelle, c'est la transmission entre des générations qui se connaissent. C'est ce qui va être clair dans la transmission, c'est entre des générations qui sont en contact entre elles. C'est ce qui est connu, qui est consciemment transmis. On pourrait dire que c'est la partie visible de l'iceberg. Et la transmission transgénérationnelle, c'est ce qui va se transmettre sur plusieurs générations qui peuvent être parfois lointaines. Et du coup, on va là avoir plus qui est tenu secret, caché, non dit, qui n'est pas su, qui n'est pas formulé. Et alors ça peut être aussi des événements heureux, mais aussi souvent des traumatismes, des deuils qui n'ont pas été résolus et qui vont être d'autant plus actifs parce que silencieux. En gros, c'est ce qui n'a pas été digéré ni élaboré et qui va être confusément ressenti ou exprimé en mots. C'est la partie invisible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on va vraiment schématiser l'arbre familial sur plusieurs générations et ça permet de prendre conscience des schémas de répétition, de se libérer des problèmes qui ne sont pas les nôtres et puis du coup de se réapproprier sa place dans la lignée familiale. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de porter un nouveau regard sur l'histoire familiale. Et puis peut-être sur une situation vécue comme problématique dans le passé ou dans le présent. Aujourd'hui, on peut évoquer l'épigénétique, qui est une branche de la génétique et qui va étudier les variations dans l'activité des gènes induites par l'environnement. Et du coup, ils ont pu démontrer qu'il y avait certaines modifications épigénétiques qui sont transmissibles à la descendance. Et du coup, un traumatisme se transmettrait de génération en génération via des mécanismes dits épigénétiques. C'est-à-dire que le traumatisme, en fait, modifierait l'expression d'un ou plusieurs gènes chez la victime du trauma et on retrouverait cette modification chez les descendants.
Mais je pense pas que l'épigénétique montre autant de choses que ce qu'on peut dire de façon empirique ou clinique dans la psychogénéalogie. La question du libre arbitre et du déterminisme m'obsède. Je crois que plus on prend conscience de ce qui nous détermine, plus on peut être libre. En fait, ce que je veux pointer du doigt, c'est que je sens que c'est nécessaire dans ma vie, dans ma construction identitaire, de reconnaître les dysfonctionnements de ma famille pour m'en libérer. Je crois que je fais partie d'une génération qui veut tout mettre à plat, qui veut sortir le cadavre du placard. Et là, c'est le cas de le dire. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse à Paris. Je m'appelle Zora Léger et voici Sous les épluchures les carnets, épisode 2. Il y a les hommes et puis il y a Noortchung. Jeudi 4 février 2010. Dijon. Beau et soleil. Zora à midi. Rôti de porc en cocotte, sauce tomate coquillette. Vue disgrâce, très bon film, éprouvant. Excellent John Malkovich. Bu un thé, rue des Forges. Passé à Monoprix. Après son divorce avec Jean, Annie a connu d'autres hommes. La première fois où on a vu un de ses amoureux, on habitait encore Flacé, la maison n'avait pas encore été vendue et tout, et on s'était réveillé un matin, il y avait un rouquin barbu et elle nous l'avait présenté. Alors comment il s'appelait? Je sais plus. Bon, puis après on était partis à l'école. Et qui avait bien au moins 25 ans de moins qu'elle. Alors elle, oui, voilà, par exemple, elle a toujours après été avec des hommes... Enfin déjà, notre père était plus jeune, en fait, au final, il était de 45 et elle de 41, donc c'est pas un gros écart, hein, c'est pas important, mais par la suite, elle a toujours été avec des hommes plus jeunes. Et je ne parlerai pas du dernier, enfin si, je peux en parler, Denis. La catastrophe de sa vie, je crois que ça a été... Mais il y a eu une Noortchung après Denis. Oui, il y a une Noortchung, oui, mais ça c'est encore, ouais, c'est une autre vie. Hein, ça c'est son amour de voilà, toujours. Pour moi c'est voilà, il est à part parce que c'est son amour, ouais. C'est peut-être le seul homme qu'elle a réellement aimé, quoi. Alors lui, c'était pas un âne, c'était pire, c'était le démon. Il était monstrueux. Il l'appelait la vieille, tout ça. Il était horrible. Il était la moitié tripatouillou avec nous, et on se faisait disputer si on n'était pas gentil avec lui. Notamment, ça je me rappelle, Sarah, qui venait les certains week-ends et Annie lui disait oui mais tu n'aimes pas Denis, mais si tu n'es pas gentil avec lui il va me quitter, et ça je pense que ça par rapport à Sarah, je pense que ça a dû être très très dur en tant que petite fille, parce qu'elle était petite à vivre. Moi je me rappelle quelques mains mal placées, tout ça, ce qui fait que d'ailleurs moi j'ai quitté définitivement pratiquement ma mère et cet âne batté, dangereux et terrifiant. J'avais à peine 16 ans, enfin à peu près 16 ans, quoi. Donc et Annie n'a pas... Non, elle c'était... je sais pas pourquoi elle s'est accrochée à ce type. C'était un peu comme si c'était son dernier homme qui voudrait d'elle, quoi. Elle le vivait comme ça, et elle a sacrifié quelque part ses enfants pour ça. C'est les derniers qui étaient là, et elle s'est sacrifiée. Elle a perdu de ce que je disais d'elle sur sa liberté de femme qui s'émancipait, tout ça. Je me demande si on peut reconnaître l'amour, ou
Identifier qu'on est piégé dans une relation violente, quand on a été projeté comme elle, au seuil de l'âge adulte, dans une vie imposée à subir un tyran domestique. Ce qui est sûr, c'est que pour dresser un portrait fidèle et factuel d'Annie, il faut rendre compte de sa vulnérabilité, et surtout celle à l'encontre des hommes. C'était une époque marquée par l'idéologie et le climat de mai 68, où le maître mot était liberté. Liberté de divorcer, liberté d'avoir une sexualité sans entrave, liberté de traiter les enfants comme des adultes. Je crois qu'Annie a été aveuglée par son besoin de jouir de ce à quoi elle avait été privée. La mamie, Clémence, avait, quand elle leur a laissé une petite somme d'argent à chacune, dans leur héritage, mais très, très, très petit en fait, elle avait inscrit quelque part cette notion de... Alors je ne sais pas si elle l'a fait pour ces trois filles, mais au niveau d'Annie, il y avait cette notion de sers-toi de cet argent pour aller au bout d'un rêve. Et ma mère, son rêve, c'était Katmandou, quoi. Voyage au Népal du 18 octobre au 1er novembre 2002. Le 18, nous arrivons à Katmandou. Le 21, nous partons pour Koh Thammasang, accueillis par les gens du village avec Adas et Kalu. Il y a aussi Nourchong. J'ai tout de suite l'impression de le connaître. On ne se quitte plus, il m'accompagne partout, nous fumons des cigarettes ensemble. Il m'invite dans sa maison où il vit avec sa femme et son petit garçon, 12 ans environ, le petit garçon. Rentré à Dijon, j'envoie à Nourchong les photos prises de notre séjour. Le 23 janvier 2003, je reçois une lettre de sa part dans laquelle il me parle de son amour pour moi. Je n'ai qu'une idée en tête, y retourner. Dimanche 16 mars 2003. Départ de Katmandou pour Jialtoum. Je me précipite dans la chambre de Nourchong. Il a mis un deuxième oreiller. La chambre est assez sombre. Je suis couché sur lui et il m'embrasse fougueusement. Moi aussi. Il m'enlève mes vêtements et nous faisons l'amour pour la première fois. Un peu rapidement, à cause de l'impatience du moment. Puis il me serre contre lui, dans ses bras, pour dormir sous la couverture. Le lit est étroit et les planches un peu dures, mais ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas très envie de dormir pour profiter pleinement du moment présent. Nous faisons l'amour 2 fois dans la nuit, passionnément mais sans faire de bruit, car les cloisons sont minces. Heureusement, Suzanne ronfle et nous savons qu'elle dort. J'ai dû m'assoupir sur le petit matin. Je suis réveillée par Nourchong qui s'habille pour aller aux toilettes. J'essaye de me rendormir un peu sans succès. Quand il revient, nous fumons une cigarette et il se met à chercher dans ses cahiers de français. Au bout d'un moment, il m'écrit qu'il va chercher des porteurs pour la suite du voyage à pied. Il est 6h moins le quart. Dans les chambres et les logements environnants, c'est un concert de tout, de crachats, de musique, de cris d'enfants, d'aboiements, de chiens. Le jour vient de se lever, il ne pleut plus. Nous nous embrassons tendrement et je retourne à la chambre. Suzanne est réveillée et je lui dis que je reviens des toilettes. Je n'oublierai jamais Jialtoum. Ces lignes sont écrites dans des carnets cousus à la main, avec des collages, des fleurs découpées dans des magazines pour illustrer la naissance de cette histoire d'amour. Ces journaux ont une allure adolescente qui les rendent touchants. 6 mai 2003. Retour en France. Dans l'avion, depuis 1 heure peut-être, j'ai l'impression que rien n'a existé. C'est comme si je me réveillais après un rêve qui laisse un souvenir éphémère et s'efface. Même la journée avant l'aéroport me paraît irréelle. Marcher dans les rues de Katmandou avec Nourchong, la boutique à momos, tout me semble déjà si loin. Il y a de nombreux Français en escale à l'aéroport d'Abu Dhabi. J'écoute leurs discussions et je trouve que les Français sont vraiment cons. Je suis sûrement aussi, mais moi au moins je le sais. Ils sont tous avec leurs chaussures de trek aux pieds,
et se racontent leurs exploits. Nous voilà installés. J'ai toute la nuit pour penser à Nourchong. Nourchong, mon amour, où es-tu en ce moment? Sûrement à Katmandou, avant de regagner tes montagnes. Pendant un peu moins de 10 ans, elle a fait des allers-retours au Népal pour retrouver Nourchong et pour voyager à travers ce pays qu'il avait révélé à elle-même. Elle a réussi à le faire venir plusieurs fois en France. Je me souviens même de lui, face à la petite télévision d'Annie, atterré devant la publicité des poulets loués qui dansaient le French Cancan. Je me souviens aussi de les voir apprendre à l'autre leur langue. Je relis les notes d'Annie et le vocabulaire Sherpa. Dongmu, parate en bois ou en bambou décoré de motifs. Tipri, bouilloire. Et, pommes de terre. Tsampa, farine de maïs grillée, servie en bouillie. Bhaji, flocons de riz. Turo, cigarette. Soa, ortie. Tchou, eau. Ibi, grand-mère. Ce que la lecture de ces journaux me laisse comme sentiment est vraiment ambivalent. D'une part, elle se remémore des souvenirs heureux, peut-être ceux où elle s'est sentie la plus libre et la plus vivante. Et d'autre part, même lorsqu'elle était près de lui, j'arrive à discerner une certaine anticipation de son absence, de cette future souffrance. Cela me touche et me rapproche terriblement d'elle. Déjà car j'éprouve une empathie énorme et que j'ai l'impression de comprendre la femme, l'amoureuse. La passion de l'être aimé, ce mal-être profond. Mercredi 26 mars 2003, Darkéjian. Je me réveille un peu avant l'aube. Le gourit sur ma poitrine. Le jour se lève et je vois les montagnes blanches et le ciel bleu par la fenêtre à côté du père. Il s'agit déjà depuis un moment, mais à part nous, tout le monde dort. À 6h pile, il allume la radio. Une belle musique népalaise s'en dégage. Nourchong me montre les différents sommets de la chaîne de l'Himalaya. Devant nous, couvert de neige. Un aigle passe tout près. Penba et Galsum se placent debout face à la vallée que nous surplombons et entament un chant très beau. Par moments, cela ressemble à un chant tyrolien, à d'autres à des psalmodies. Ils chantent très longtemps et leur voix porte très loin. C'est un remerciement pour avoir eu la chance de visiter la stupa. C'est superbe et très émouvant. Je me suis résignée à passer une nuit de plus sans Nourchong. C'est peut-être la philosophie bouddhiste qui commence à me pénétrer. Je suis contente de pouvoir dormir nue après quelques nuits à mijoter dans mes vêtements. Il pleut encore cette nuit. J'imagine qu'il y avait beaucoup d'amour entre eux. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai vu se dessiner en filigrane, tout au long de ses carnets, un déséquilibre implicite. Ce que représentait cet homme à ses yeux, c'est tout ce à quoi elle n'avait jamais eu droit. Une passion, un goût de la nature, de la découverte, du voyage. Ils ne parlaient pas la même langue, et ils ne parlaient pas anglais entre eux, mais ils semblaient se comprendre. Dans certaines correspondances, les lettres de Nourchong semblent plus détachées. Il dit se hâter de sa venue, mais que sa vie sans elle lui convient. Alors que chez Annie, c'est dans toute l'attente qui se creuse que tout se joue. Cette différence dans la manière de vivre l'un sans l'autre est peut-être liée à leur environnement et à leur culture si différente. Ou bien Nourchong était peut-être plus pudique à l'idée de dévoiler ses sentiments. Je ne saurais jamais vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Annie, c'était tragique et dévorant. Là où je veux en venir, c'est que ça consolerait beaucoup de femmes de savoir que l'on survit à ça, comme elle, à ce temps qui se mesure par l'autre. Moi, en tout cas, j'ai eu l'impression de la comprendre, et ça m'a fait un bien fou. Je me sens particulièrement chanceuse qu'elle m'ait laissé accès à ces journaux, parce qu'en décentrant cet objet d'elle, je me rends compte plus largement que le journal intime joue un rôle fondamental dans l'histoire des femmes.
Il est à la fois témoignage socio-historique contextualisé et principe de vie. Les journaux personnels sont le lieu de la rencontre du politique et de l'intime. Ça a été pour les femmes la possibilité d'enrichir leur identité par l'exploration de soi et de témoigner de vies exemplaires comme de vies ordinaires. J'ai discuté de cela avec Agathe Charnay, autrice et metteuse en scène de Ceci est mon corps, une pièce qui traite des injonctions portées au corps et au désir d'une femme née dans les années 90. Ça doit être la socialisation genrée des petites filles qui les poussent en effet à l'intime, et puis le journal avec le petit cœur rose et le cadenas, et c'est une gentille activité de filles qui n'est pas celle d'aller jouer au grand air des garçons. Il y a un garçon qui écrirait un journal intime, je suppose que ce serait suspect dans une conception très très genrée des activités des enfants, quoi. Donc en effet, après moi ce que je trouve passionnant, c'est que par contre quand on observe les concours ou les auteurs, bah là on va avoir une grande majorité d'auteurs où c'est comme quand on fait des études de lettres, on n'est que des nanas à la fac, mais par contre ceux qui finissent Grand Ponte ou tous les ans, c'est des hommes, quoi. Donc il y a quand même un peu comme la cuisine, quoi. Il y a une réappropriation totale de l'acte d'écriture comme noble, et il suffit de voir d'ailleurs ce qui a déchaîné de haine, de mépris, de sexisme, le prix Nobel d'Annie Ernaux. Donc bien sûr que l'activité de diariste est une activité de fille, et que c'est d'ailleurs tu le vois, t'en fais l'expérience directe avec ta grand-mère, que c'est une des seules manières d'accéder à la parole, au vécu des femmes quand elles pouvaient avoir la possibilité de savoir écrire, d'être lettrées. C'est soit leur correspondance, soit leurs journaux, mais c'est de l'écriture du minuscule, quoi, et c'est en ça que c'est très très important que ça devienne littérature, quoi. Mais c'est la toute première base d'écriture qu'on peut avoir, c'est si on sait écrire, c'est d'écrire une lettre ou d'écrire son journal. Et puis pour toutes ces femmes qui n'ont pas eu accès au geste de l'écrit, c'est les récits, bien sûr, tous ces récits de bonnes femmes, justement, qui ont jamais été retranscrits ou qui ont été volés par les auteurs hommes, qui se targuent de raconter la vie des femmes, notamment au 19e siècle, quoi. Madame Bovary, c'est moi, si Madame Bovary avait écrit. Tous ces récits dits féminins, qu'importe ce qu'on mette derrière ce mot, c'est un nous, finalement, puisqu'il faut qu'on raconte le récit qui n'a jamais été fait, ou qui a été fait caché dans des petits coins, et que si on arrive à le mettre enfin aujourd'hui au XXIe siècle sur une scène, bon, je suis pas la première, et ça c'est une autre question, mais en tout cas c'est qu'on a besoin de ce nous aussi, pour moi. Quand on a échangé par mail pour convenir de ce rendez-vous, tu m'as dit que ta grand-mère, elle t'avait aussi légué ses journaux intimes. Oui, alors je sais pas si c'est spécifiquement un journal intime, mais ma grand-mère m'a légué 5 ou 6 cahiers qui s'appellent les cahiers d'Agathe. Donc c'est vraiment pour moi. Mais au final, c'est comme une sorte de journal intime puisqu'elle se met à raconter toute sa vie. Voilà, elle raconte toute sa vie de manière extrêmement détaillée, et puis elle la complète au fur et à mesure des années qui passent. Donc c'est une tentative de biographie qui devient ensuite comme un journal intime, et qui aussi raconte la vie de sa grand-mère qu'elle adorait de manière extrêmement détaillée. Donc c'est complètement bouleversant parce que c'est un accès à la vie d'une femme. Donc ma grand-mère, elle est née dans les années 30, mais sa grand-mère, elle, qui a vécu sur la dernière partie du 19e siècle et le début du 20e, et du coup c'est assez stupéfiant d'avoir accès à cette matière-là. D'ailleurs, ma grand-mère commence ces cahiers, mais vraiment c'est des cahiers d'écolière. Elle était institutrice, donc elle a une très belle écriture bleue, elle fait des petits schémas, et elle cite vie minuscule, et c'est très beau parce que c'est vraiment ça. Elle a elle-même senti ces vies minuscules qui est la sienne, qui sont celles de toutes ces femmes, où elle raconte comment elle faisait la lessive, comment ça se passait pour les règles, toutes ces choses qui sont pas racontées, pas écrites, pas transmises par la littérature. Donc c'est très beau. Et puis ça me fait penser aussi, si on parle des journaux, c'est Virginia Woolf dans Une chambre à soi qui raconte qu'une des sœurs Brontë, alors je crois que c'est Émilie, qui
qui écrivait dans sa cuisine sur un coin de table, et en fait dès que quelqu'un entrait dans la pièce, elle recouvrait tout d'épluchures pour surtout pas qu'on voit qu'elle écrivait, qu'elle était dans cet acte aussi transgressif d'écrire. Puis il y avait vraiment la cuisine et l'écriture qui se mêlaient, et moi j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait en lisant les écrits des femmes avant nous, ces récits minuscules. C'est comme si on enlevait les épluchures de légumes, quoi, pour essayer d'aller chercher où est le récit, où est l'écrit. Les mots d'Agathe me parlent terriblement. Et puis c'est beau, cette image qu'elle évoque, les épluchures qu'on retire des pages de journaux. C'est d'autant plus joli qu'il n'est pas exactement question de cela dans le livre de Woolf. Elle évoque Jane Austen qui se saisit d'un papier buvard pour recouvrir ses écrits. Mais j'aime vraiment l'image qu'Agathe a imaginée, car elle donne à voir ces femmes dans leur cuisine et les taches de gras et d'aliments sur le papier. Ça me ramène directement à la table en bois d'Annie, sur laquelle elle écrivait, coupait ses légumes, répondait à son courrier, tricotait ou réparait des objets. Comment on échappe à l'effacement dans des récits qui déjà dans le journal intime on peut le perdre, il existe qu'un seul exemplaire, c'est de l'encre, ça s'efface, c'est l'effacement le journal intime quand même, hein, sauf s'il est publié. Et la question du journal pour moi est passionnante parce que d'un point de vue féministe c'est l'objet qui est écrit quand on a un peu de temps à la va-vite parce qu'on n'a pas le temps d'écrire une œuvre justement et de faire des brouillons, et c'est le premier qui disparaîtra. Donc c'est un écrit, et c'est profondément un acte féministe que de vouloir le réhabiliter et en prendre soin quand il s'agit de celui d'une femme qui n'a pas marqué l'histoire dans le sens hétéropatriarcal du terme. Je me rappelle être sortie de cette discussion encore plus confiante du travail que j'étais en train de mener, et surtout encore plus privilégiée et reconnaissante des combats des femmes avant moi, pour m'avoir permis notamment d'avoir un espace à moi, où il est possible de rêver et d'écrire sans être dérangée, sans avoir de compte à rendre, ni même sans se sentir coupable d'éprouver tel ou tel sentiment, tel ou tel désir. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse à Paris. Je suis Zora Léger et voici Sous les épluchures, les carnets, épisode 3. Si on ouvrait des gens, on trouverait des paysages. Mardi 7 février 2006, Dijon. Gris et froid. Claudette arrive à 10h30 et me raconte son voyage au Mali. Reparti 11h30. Appel de Judith pour garder les filles mercredi soir. La maman de Philippe est morte hier. L'enterrement aura lieu jeudi. Il est presque midi et pas d'appel de Nourchong. Un jour de plus d'angoisse et de désespoir. Annie n'est pas retournée au Népal après 2007. Elle a moins documenté son quotidien après cela, considérant sûrement que sa vie n'était plus digne d'intérêt. Alors elle a dû renoncer aux années les plus heureuses de sa vie, par manque de moyens financiers, et parce que, comme je le comprends à travers leur correspondance, Nourchong devenait de plus en plus réfractaire à sa venue, car sa femme et les membres du village préférait qu'il revienne à sa vie d'avant. Je me souviens d'une histoire qu'on se raconte entre nous, sans savoir vraiment comment Annie a compris qu'elle ne le reverrait plus. Nourchong l'aurait appelé et lui aurait expliqué qu'il l'aimerait toujours, même après la mort, au moment de la réincarnation. Nous disions donc qu'elle avait été quittée façon bouddhiste. Je n'ai jamais vraiment évoqué cette rupture avec elle, ni la souffrance qui avait dû être la sienne. J'étais trop petite pour la comprendre. Les années se sont écoulées, et Annie a repris l'écriture des journaux intimes. Tous témoignent de sa solitude,
de sa mélancolie et des brefs instants de joie qu'elle éprouvait lorsqu'elle se rendait au cinéma. Dimanche 5 mars 2006, Dijon. Je rentre chez moi, la neige n'a pas fondu. Appel de Louise pour la fête des grands-mères. Appel de Roger vers 22h. Il n'a pas le moral, nous discutons un moment. J'ai voulu comprendre comment la fonction du journal intime évolue dans la vie d'une femme. Comment se mesure et par quel procédé narratif passe-t-on de l'enfance à l'âge adulte. Les journaux d'Annie, ce sont ceux d'une adulte. Je n'ai pas su si elle en avait tenu avant, quand elle était plus jeune, et je n'en ai pas eu la trace. En ce qui me concerne, j'ai arrêté d'écrire des journaux de manière régulière depuis l'âge de mes 12 ans environ, donc je ne peux pas interroger ma pratique. Alors, avec mon amie Emma, nous nous retrouvons souvent pour discuter pendant des heures. Ce jour-là, on était dans mon petit appartement, on buvait du thé glacé et j'ai éteint le ventilateur pour l'enregistrer parler de ses journaux. Un des passages marquants de ce journal-là, c'était quand j'ai eu mes premières règles. On le voit même dans le journal, j'étais tellement déboussolée que j'ai ouvert le truc, j'ai commencé à écrire. En fait, je suis en train d'écrire à l'envers. Enfin, je l'avais ouvert à l'envers, donc il y a des pages à l'envers qui, pour moi, manifestent mon désarroi. Tu l'as toujours celui-là ? Et je l'ai toujours, ouais, je l'ai toujours. Bah, je les ai tous gardés, mais en fait, c'est ça. Pour moi, ça a été un peu à l'adolescence que ça a pris ce rapport où c'est devenu une manière de réfléchir à ma vie, parce qu'avant ça avait plus ce caractère social avec mes amis, et aussi on m'avait un peu forcé entre guillemets à tenir un journal parce que je savais pas vraiment écrire. Enfin, j'ai eu des gros problèmes pour apprendre à écrire, à lire. Du coup, je devais écrire tous les jours pour m'entraîner, etc. Donc, je l'avais toujours vu comme cette chose-là qui est un peu publique entre guillemets. Et c'est à l'adolescence que j'ai découvert le journal intime vraiment où je racontais vraiment toutes les choses qui me perturbaient à l'adolescence, toutes les questions que je me posais, tous ces genres de choses là. C'est un peu ça que j'écrivais, ouais. Je le vois vraiment comme une manière de conserver mes pensées comme elles le sont. Du coup, souvent je m'excusais auprès de moi-même en disant désolé, du coup t'auras pas de par exemple il y a une longue période après la mort de mon père que j'ai complètement arrêté d'écrire parce que en fait j'étais tellement sous le choc, qu'est-ce que j'aurais pu écrire quoi. Et après quand j'ai repris, je me suis dit c'est bête en fait, c'est une période de ma vie tellement particulière et désolé, du coup j'aurais pas la preuve écrite de ce que je ressentais. Et d'ailleurs c'est vrai que c'est dommage parce que je me souviens pas vraiment, parce que quand on est sous le choc comme ça et après on n'y repense plus trop, finalement ces souvenirs ils s'effacent un peu, et c'est vrai que je regrette un petit peu, j'apprécie les excuses que je me suis faites. En fait, le père d'Emma avait écrit un texte à l'attention de ses filles. Ce n'était pas un journal intime, mais bien un récit, écrit comme une histoire qu'il leur lisait le soir. C'était un écrit sur leur famille, parfois même sur des personnes qu'elles n'avaient pas connues. Qu'importe la forme que cela prend, l'écrit biographique est toujours un objet de transmission. Il y a souvent ce besoin de transmettre, donc, qui contient intrinsèquement une valeur affective et une sorte de réaffirmation du lien de filiation. Le rapport qu'on a aux personnes qu'on a aimées et qui sont mortes, c'est quand même... moi, ce que je trouve particulier dans cette relation qu'on a à une personne qu'on a aimée, qui n'est plus là, c'est que on n'a plus accès justement à sa vulnérabilité, on n'a que notre propre image de la personne, nos souvenirs de cette personne, elle peut plus nous surprendre. Et du coup, je me dis que de te laisser quelque chose comme ça, des journaux intimes, quelque part c'est continuer un dialogue là où tu peux pas continuer ce dialogue autrement. Je pense que c'est des questions que je me poserai sûrement un jour, parce que tu vois, je me dis moi-même tout ce que j'ai hérité de mon père, pas matériellement mais plus dans ma manière d'être, etc., c'est très très important pour moi. Et je me dis que du coup je peux me mettre à la place de mes enfants et me dire que pour eux ce sera sûrement comme ça aussi. Moi-même je me dis, si j'ai écrit des journaux intimes et que je les conserve, est-ce qu'un jour mes enfants liront des choses, des choses que j'écris dans mon journal intime, j'ai pas du tout envie que ce soit lu, et ça donne une image de moi que je trouve qui n'est pas complète en fait finalement, parce que j'écris pas ma propre banalité, et je trouve que quand tu sépares mes tracas, mes difficultés de mon côté plus banal, ça donne une image de moi qui me paraît hyper extrême, hyper intense, qui finalement je ressens pas comme représentative de moi-même quoi.
Enfin, je m'imagine qu'il peut aussi y avoir une volonté de se dire moi j'ai grandi de tout ça, il y aura peut-être que tu pourras peut-être apprendre quelque chose, quoi. Ça sera une perspective intéressante, quoi. Ouais, j'ai eu l'impression, notamment il y a une grosse partie des journaux d'Annie où c'est la souffrance qu'elle a eue après la séparation avec cet homme qu'elle avait rencontré au Népal. Et en fait, on se donne une idée en lisant, enfin, quelqu'un qui ne la connaîtrait pas et qui lirait ces journaux-là se dirait qu'absolument tout dans sa vie tournait autour de ça. Alors je pense ça a jamais été réparé, ça a jamais été consolé à l'intérieur d'elle, cette chose-là. Mais moi, je me rappelle qu'elle avait un goût pour tellement d'autres choses, et qu'elle a été tellement heureuse de passer du temps avec sa famille, etc. Et peut-être qu'elle en parle un peu moins dans ses journaux parce que ça, comme tu dis, en fait, si toi, on se basait pour essayer de te comprendre que sur tes journaux, il y aurait que la partie négative, souffrante, à consoler qui est fixée sur le papier et pas ce qui nous semble aller de soi. Ouais. Là, j'ai sur 20 ans ce qu'a pu donner cette histoire d'amour, enfin, jusqu'à la naissance, le pendant et l'après. Et j'ai l'impression qu'elle me donne une leçon de vie sur ce qu'est un chagrin d'amour, sur comment jour après jour ce creux existe toujours, mais on essaie de redonner du sens à certaines choses, etc. Et aussi comment un jour tout est tempête et dès le lendemain, mais pour une toute petite chose, tout paraît plus supportable. Et ça m'a permis de voir dans une temporalité très très large et dans quelqu'un dont j'ai hérité une certaine sensibilité, un certain goût, tu vois, pour des choses, de me dire, si elle a survécu à ça, trouvé des moments de bonheur, etc., c'est quand même des sacrées leçons de vie qu'elle nous lègue, quoi. Ouais, bien sûr. C'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel j'ai commencé à réfléchir quand j'ai commencé à lire ce texte qu'avait écrit mon père. Alors, je l'ai pas encore fini parce que c'est un peu difficile, je trouve. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour toi de réussir déjà à lire les carnets de ta grand-mère. Enfin, moi, vraiment, à chaque fois que j'essaie de lire ce truc, je pleure du début à la fin. Et parce que pour moi, les mots d'une personne qui n'est plus là ont énormément de poids. Et je pense que quelque part, j'ai pas envie de finir de le lire parce que, en plus, tout ce livre est écrit comme adressé à moi et mes sœurs. Mon père avait commencé à l'écrire quand on était nés à peu près. Et du coup, il l'avait écrit comme une espèce d'histoire qui nous lit le soir. Donc, quelque part, j'ai pas envie de le finir, quoi, parce que une fois que j'aurai fini de lire tout ce qu'il a écrit, c'est fini, j'aurai plus de mots nouveaux de sa part, quoi. Mais bon, bref, c'est une parenthèse, mais pour dire qu'en lisant ça, il y a toute une partie où il parle de sa grand-mère à lui, donc mon arrière-grand-mère, qui est née exactement 100 ans avant moi, d'ailleurs. Et dedans, il parle de sa personnalité, de qui elle était, et il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis retrouvée, pas tout, évidemment, mais bon, je l'ai jamais connue, hein, mais déjà, c'est fort, je trouve, de se reconnaître dans une personne qu'on a même jamais connue. Et dedans, il parle de son rapport, le rapport qu'elle avait à son père, à elle, parce que son père est mort assez jeune aussi. Et il parlait du fait que même jusqu'à la fin de sa vie, 40 ans après la mort de son père, il y avait encore des moments où elle s'effondrait, où elle était inconsolable parce qu'il lui manquait tellement. Et moi, franchement, de lire ça m'a apporté beaucoup plus de réconfort que tellement d'autres choses que les gens ont pu me dire. Et de me dire que cette femme que j'ai jamais connue, mais à qui je suis liée quand même, a vécu toute sa vie cette douleur que moi aussi je vis. Enfin, là, c'est pas du coup son journal à elle, mais enfin, je sais pas, de voir cette vulnérabilité, cette intimité des gens qui sont venus avant nous, à qui on est liés. Ouais, ça permet de soi-même se dire, ok, en fait, toute l'humanité a déjà vécu toutes les merdes que je peux vivre, toute l'humanité y a déjà survécu, donc moi aussi je pourrais survivre, quoi. Et puis de comprendre l'impact transgénérationnel, enfin de se dire que il y a des schémas répétitifs aussi dans les familles. Ouais, c'est sûr. Enfin, t'as une trace tellement précieuse là de ce qu'a fait ton père, c'est hyper précieux pour toi de pouvoir avoir une idée de qui a pu être cette femme, etc. C'est sûr. De vous dire que vous avez traversé les mêmes choses et que quand lui il l'écrivait, il ne se doutait pas que t'allais toi être confronté à... C'est sûr, d'autant plus que mon père a perdu son père quand lui il avait 25 ans, je crois, à peu près, donc mon âge actuel. Je sais pas l'âge exact qu'il avait, mais bon, moi j'en avais 17, donc c'est pas tout à fait le même âge, mais quand même, ils sont tous les deux morts jeunes. Et c'est fou parce que c'est là où ce serait peut-être intéressant un jour, si j'en ai l'occasion de lire des choses que mon père a pu écrire pendant cette période, s'il l'a écrit, je sais pas. Parce que j'ai jamais autant compris mon père que le jour où je l'ai perdu, en fait. Enfin, le jour où mon père est mort, il y a tellement de choses sur son caractère
qui ont d'un coup pris un sens, parce que j'ai vu que moi aussi je devenais comme ça. Sa mort m'a affectée d'une certaine manière et ça m'a fait comprendre certaines philosophies qu'il avait lui. Et c'est là où si j'ai l'occasion un jour de lire quelque chose comme ça, je pense que ce serait très fort pour moi, quoi, parce que... Et en même temps, c'est tellement paradoxal de se dire que ce n'est qu'à la fin de la vie d'une personne qu'on pourra complètement la comprendre, quoi. En fait, c'est que je me suis tellement rendu compte en lisant les journaux d'Annie que c'est bizarre parce qu'on a vachement grandi avec une mère qui nous disait « je veux pas être comme ma mère ». Et même avec ma sœur, nous, on dit on veut pas souffrir des mêmes choses que maman, etc. Qu'il y avait un peu cette idée qu'il fallait rompre avec les générations passées et les traumatismes passés et les insécurités passées. Et en réalité, je crois que de les révéler, d'en parler, ça permet de raviver les liens, de se comprendre entre femmes de générations différentes. Et moi, du coup, j'ai l'impression d'avoir consolé un truc avec ma grand-mère, toutes les parts d'ombre que je connaissais pas, etc. J'ai l'impression que là, ça a tout apaisé. Je pense que ça a fait un déclic à ma mère de se dire, j'ai envie de, moi, être plus transparente aussi auprès de mes filles sur ce que j'ai pu vivre. Et elle s'est mise à me révéler plein de choses. Et depuis, j'ai un rapport tellement plus apaisé. Je sais pas si elle en a même conscience, mais je vois déjà que nos liens, là, depuis ce moment où j'ai commencé ce documentaire, ils se sont tellement ravivés parce que je la comprends. Le journal intime, c'est pas une description de la personne, c'est les mots d'une personne, sa manière de s'exprimer. Et je trouve que par là, on trouve toutes ces petites nuances dans les mots qu'ils emploient. Les mots même qu'ils emploient nous disent des choses sur eux. Là où moi, les mots que j'emploie pour parler de mon père ne disent pas grand-chose sur lui parce que ce sont mes mots, donc ça en dit plus sur moi que sur lui. Et donc je trouve que finalement, ça, c'est un intérêt du journal intime. C'est une manière quand même de comment dire, garder en vie la mémoire d'une personne de manière pas forcément plus authentique, mais plus vivante que les souvenirs. Mardi 5 novembre 2019, Dijon. Assez beau. Pas de nouvelles de Judith. Si plus tard, pas envie de dormir, SMS à Zora pour son anniversaire. Pas le moral. J'écris sur mon carnet bleu. La pandémie mondiale est arrivée, l'isolant définitivement. Il n'y a pas de trace écrite de sa part lors du confinement, seulement des tickets de cinéma lors des périodes de réouverture que nous avons connues par la suite. Elle n'écrit plus sur sa vie, seulement sur les films. Le carnet de 2021 s'arrête après 2 derniers tickets. Annie est morte le 20 juillet 2021. Après toute la période Nourchung, Népal, même après, elle a tenu des journaux intimes jour par jour. Et il y a quand même vachement de trous dans la période du Covid. Ouais. Mais les 2 dernières lignes que j'ai lues de ces journaux intimes, c'est lundi 24 mai 2021 Dijon, drunk au cinéma Eldorado avec Louise Plaisir. Tu te rappelles de ça? Oui. Je me rappelle d'avoir... c'était ma dernière toile avec ma grand-mère sans le savoir. Et on a vu un film d'enfer. Comme elle le dirait elle-même, c'était d'enfer. Et je suis très heureuse d'avoir pu vivre ce dernier moment joyeux au cinéma avec ma grand-mère. Et purée, qu'est-ce que ça aurait été dommage d'aller voir une bouse pour une dernière toile avec elle. Et là, c'était juste enfer, quoi. C'était drunk, c'est tout ce qu'on aime du cinéma, avec le grand Mads Mikkelsen et tout. Et c'est vrai que, pour reparler de ça, à chaque fois que je vais au cinéma et que je vois un film qui lui aurait plu, ça me fait un petit pincement au cœur en me disant, tu vois, celui-là, mamie, t'aurais dit que c'était d'enfer, quoi. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse à Paris. Je m'en souviens parfaitement de
cet événement. Ah oui, oui, oui. Et de quoi vous vous souvenez exactement? Eh bien, je me souviens que ma mère m'a portée à bout de bras et je me suis retrouvée assise sur les genoux, enfin sur un genou d'un militaire. C'était le matin assez tôt quand même, parce que je me souviens sur la photo, je suis pas peignée. C'était que des femmes et des enfants, et les femmes tendaient leurs enfants aux soldats, quoi. Et donc je suis photographiée là. Vous en avez parlé plus tard avec votre maman, je suppose Ah oui, 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 on l'évoquait souvent, oui, oui, bien sûr. J'avais eu très peur ce jour-là, j'étais pas très rassurée. C'était un événement qui me dépassait complètement. Je savais même pas pourquoi on courait après un char, mais...